Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique de 10 heures. Vous êtes bien sur votre radio préférée Géopol 2, votre émission qui parle de géopolitique en général. Merci de nous écouter aujourd'hui. Nous accueillons un invité spécial, effectivement, car aujourd'hui nous recevons avec joie autour de notre table un spécialiste des réseaux sociaux, Monsieur Théo Badin. Bonjour Monsieur Badin, bienvenue. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, si j'ai bien retenu, vous êtes un professeur à sciences politiques, c'est ça ? C'est exact. Alors maintenant, nous aborderons donc le thème suivant, Internet dans la politique. Tout d'abord, il faut savoir que ce sujet est très vaste car il confond politique et nouvelles technologies. Deux sujets en constante évolution. Oui, alors tout à fait. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cela ? Vous êtes sans savoir que nous sommes maintenant rentrés dans une nouvelle ère qui est celle du numérique. Monsieur Duval, vous avez évidemment comme tout le monde un téléphone. Ah oui, encore heureux. Bien, je suis sûr qu'en tant que bon journaliste, vous suivez les news, politiques par exemple. Alors oui, et vous faites bien d'en parler, c'est que c'est quand même une fonction de mon métier. Et je pense que vous qui nous écoutez, faites la même chose, c'est-à-dire se lever, suivre les news sur votre téléphone, par exemple les nouvelles du pays ou autre. Oui, c'est sûr. Après, ce n'est pas forcément avec un téléphone. Cela peut être grâce à la télévision, la radio comme ici, les journaux ou bien sûr Internet. Pourquoi je vous dis ça ? Car aujourd'hui, 4 personnes sur 5 ont Internet chez eux. Et il est vrai que le numérique est la source d'information la plus accessible sur tous les points, car elle est consultable facilement et à toutes les heures. Et la politique s'est beaucoup aidée de cet outil. Alors, oui, excusez-moi de vous couper, mais j'ai envie de dire autant les représentants que les électeurs. C'est ça. Exactement. C'est plus précisément depuis le début des années 2000 que cela s'est concrétisé, puisque cela rend la politique plus attractive et donc plus intéressante et attirante. Alors, effectivement, excusez-moi encore de vous couper, mais quand vous dites ça, moi, je pense tout de suite à un homme politique Mélenchon, monsieur Mélenchon, qui utilise l'hologramme lors de ses meetings. C'est en lien. C'est totalement ça. C'est une sorte d'attractivité en plus qui modernise les façons de faire de la politique. C'est un outil novateur qu'a connu la politique. On appelle ça d'ailleurs la politique numérique. C'est pourquoi je dis qu'Internet a permis une meilleure diversification des sources d'information, puisque la politique a été transformée, ce qui lui profite donc à de nombreux avantages. Ah oui, merci monsieur Badin. Alors, cela tombe bien que vous êtes là ce matin et qu'on en parle de ce sujet parce que ce matin, j'ai vu un article sur l'UNESCO, qu'on rappelle qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est bon pour vous ? Alors, ce sujet traitait sur la violence causée chez les jeunes qui étaient endoctrinés par les réseaux, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez aborder gentiment ce sujet ? Exactement, et vous faites bien d'en parler, car comme toute chose, des personnes dérivent l'outil de manière néfaste afin de promulguer des caractères violents ou incitant à la haine. Alors, aujourd'hui, nous tous utilisons Internet, parce que c'est un outil, j'ai envie de dire, fiable et viable, sur 2 points. D'ailleurs, c'est vrai que de récentes études nous montrent qu'Internet est un remède contre l'abstention électorale, ou encore contre certaines contestations quand même. Exactement. Les études des chercheurs et experts en la question en ont déduit que les personnes les plus politisées à ce jour sont celles actives sur les réseaux sociaux. En revanche, avec l'engagement en ligne, il est moins facile de pouvoir savoir le degré d'implication dans les différents partis comparés aux participations traditionnelles. C'est-à-dire être militant et faire différentes actions afin de soutenir un parti politique. Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet un peu dur à aborder, s'il vous plaît ? Oui, c'est la façon de faire de la politique qui a changé, et principalement au niveau de la communication. Si je prends l'exemple d'un militant classique qui posait des affiches dans les rues il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ce même militant doit se trouver sur les réseaux sociaux, car les électeurs ne sont plus au même endroit. Alors, excusez-moi, mais vous voulez dire que désormais, si je puis dire, l'activisme se trouve en ligne, c'est ça ? C'est parfaitement ça. Ce qui peut paraître étonnant, c'est le fait que si une personne s'engage dans un groupe Facebook, Twitter, dans le but de communiquer des idées politiques, ces réelles idées politiques vont, pour la plupart des personnes, être les contraires. C'est donc une fausse implication politique. Donc, c'est très étonnant ce que vous dites là, monsieur Badin, parce que on peut facilement donc se faire une idée de quelqu'un que l'on ne connaît pas facilement, à partir par exemple d'opinions qui ont été diffusées, c'est bien ça. Toutefois, les réseaux sociaux ne sont pas forcément représentatifs de ce que pense l'ensemble de la population. Sur 85% des utilisateurs d'Internet, seulement 15% utilisent Twitter
et parmi eux, 35 parlent de politique. Donc on peut, entre guillemets, résumer ça en disant que les réseaux sociaux sont donc une nouvelle arène politique, mais qui n'est pas le reflet de la société, hein. Je viens juste de voir une question de l'un de nos auditeurs qui a réagi avec le hashtag Géopol2. La question est la suivante: peut-on intégrer YouTube à ces réseaux? On peut complètement l'intégrer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, YouTube est l'un des réseaux les plus prometteurs. Il permet une diffusion directe et gratuite par le biais de vidéos. C'est donc forcément plus économique et même écologique que des tracts ou des affiches. Puis c'est avant tout un espace pour divulguer ses opinions en toute liberté. Donc, nous pouvons aussi ajouter que les commentaires, c'est les commentaires qui sont un espace d'échange entre citoyens et j'ai envie de dire ainsi se forger une meilleure identité politique qui est forcément plus accessible pour tous. Actuellement, l'une des grandes forces de YouTube, c'est que les créateurs sont plus écoutés par les médias. Puis YouTube permet aussi d'atteindre beaucoup plus facilement les jeunes que sur les autres branches d'Internet, ce qui permet de les initier doucement à la vie politique. Donc, c'est ce que vous m'avez dit plus tôt, seulement 12% des jeunes utilisent les réseaux sociaux pour la politique, ce qui montre quand même bien un désintéressement politique chez les jeunes. C'est pour cela que l'évolution des informations par Internet, YouTube et tous les réseaux sociaux sont très suivis par les chercheurs. Donc, excusez-moi, monsieur Badin, de vous couper, mais est-ce que du coup, maintenant, vous pouvez nous faire un petit recap de tout ce qu'on a dit, s'il vous plaît? C'est tout simple. Internet a révolutionné les systèmes politiques. Et pour ne pas être dépassés, les acteurs ont suivi. Cela ne peut qu'améliorer la politique, les coûts de campagne sont plus faibles et une plus grande population se sent concernée. Puis cela motive alors les jeunes à participer à la vie politique car ils sont intégrés dans des programmes modernes. Donc la politique s'est modernisée avec le temps, hein, si je puis dire, donc ce qui lui offre un essor plutôt florissant pour le moment. Mais je pourrais dire aussi que derrière ces belles fleurs, cet aspect positif d'Internet et de la politique, on pourrait dire que la Terre n'est pas si verte que l'on le pense en réalité. Effectivement, nous trouvons toujours plus d'informations sur la toile, et ces informations proviennent parfois de protagonistes ou encore de personnes appartenant aux partis politiques extrémistes. Et les conséquences de ces informations existant en libre service, est-ce que c'est grave? Il est important de rappeler que la radicalisation chez les individus est mise en évidence par les communications entre les hommes, qu'elles soient en ligne ou non. Mais rien ne prouve réellement que les médias sociaux sont coupables de la radicalisation des jeunes, mais paradoxalement, rien ne dit le contraire. Donc quel est le principal souci aujourd'hui avec ce problème d'Internet? Le souci, qui n'en est pas un au départ, sont que les médias sociaux sont d'excellents outils de propagande depuis quelques années. Le problème est que ceux-ci favorisent la montée des extrêmes. On peut par exemple citer les théories du complot. Et quel lien précisément en est avec la société actuelle, notre société? Le lien est simple, car dans ce processus de radicalisation des extrémismes violents, les médias sociaux ne sont que des reflets des ruptures sociales qui existent déjà dans le monde non connecté. D'ailleurs, dans les recherches qui se font à ce sujet, les premiers obstacles sont les médias sociaux eux-mêmes, car l'accès aux données par les chercheurs est limité du fait des mesures de confidentialité. Alors, je pense que ceci pose des problèmes éthiques sur le fait que beaucoup de ces utilisateurs ont moins de 18 ans, donc sont forcément mineurs. C'est cela. Totalement. Aujourd'hui, Internet et les médias sociaux sont vus comme des intermédiaires entre les jeunes et la radicalisation. De plus, les médias sociaux facilitent l'accès à des contenus. Cependant, cet accès ne se fait pas uniquement par Internet. Excusez-moi de vous couper la parole, monsieur Badin, mais nous avons une nouvelle question sur notre hashtag Géopol2 de la part d'un auditeur. Je cite: les plateformes jouent-elles un rôle dans ce processus? Effectivement, elles jouent bien un rôle puisqu'à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur portable, les plateformes des médias sociaux sont de plus en plus attrayantes, interactives avec l'utilisateur et simples d'utilisation. Et les extrémistes violents mettent à leur profit toutes ces caractéristiques en vue d'attirer un jeune public. Et donc, si je pouvais poser une question, et quel type de contenu est diffusé sur ces groupes extrémistes, comme vous dites? Principalement des contenus qui poussent à la violence. De plus, par l'intermédiaire de ces médias, les groupes de radicalisation ou extrémistes, comme vous venez de le dire, effectuent des repérages de cibles pour leur cause, c'est-à-dire mettre en place une communication 24 heures sur 24
dans le but d'endoctriner leur cible. Donc ceci sous-entend procéder en fait, si je puis dire, pour nos auditeurs, avec un langage plus courant, un bourrage de crâne en fait, c'est clairement ça. Et ceci est fait afin de procéder à des conversations en tête-à-tête, voire même d'effectuer des potentiels recrutements. Toutes ces utilisations des médias sociaux par les extrémistes violents sont souvent ingénieuses sur le plan de la manipulation, car cela révèle de la propagande ou encore de l'intimidation. Donc il est important de rappeler aux personnes qui nous écoutent que nous ne devons pas faire de distinction, si j'ai bien suivi, entre les médias sociaux et les autres médias non connectés. Parce que même si les frontières entre ces médias deviennent de plus en plus poreuses pour les jeunes utilisateurs, c'est bien ça. À la suite de cela, l'UNESCO a mis des recommandations en place à différentes échelles, telles que consolider un dialogue mondial autour des mesures adaptées à la lutte contre la radicalisation violente pour les États membres, mais des mesures au niveau du secteur privé avec les intermédiaires d'Internet et les médias sociaux sont également mises en place. Alors, cela reste cependant la responsabilité de chaque citoyen et d'usager d'Internet de faire attention à ses recherches et au fil de discussion, etc. hein. Je suis quand même clair là-dessus. Tout à fait, nous sommes chacun en première ligne face au réseau, donc c'est à nous tous de faire les bons choix. Alors merci Monsieur Badin. Pour conclure notre rubrique du jour sur Internet dans la politique, nous pouvons dire en bref que l'arrivée des médias a favorisé et favorise la politique et les derniers venus sont Internet et les réseaux sociaux et qui, comme tout média, jouent un réel rôle dans la démocratie d'aujourd'hui. C'est pour cela que des acteurs politiques doivent s'adapter et cela passe par l'utilisation de ces réseaux, tels que Twitter ou autres. Et de plus, ces nouveaux médias ont la possibilité d'intégrer les jeunes à une vie politique, afin d'éviter un désintéressement politique en vue d'élections. Cependant, avec les réseaux sociaux, ces mêmes jeunes sont des cibles pour les partis extrémistes qui les incitent à la violence et à la haine. C'est pour cela que tous les utilisateurs doivent être capables de se faire un avis critique sur les informations qui se trouvent sur Internet pour ne pas tomber dans un mauvais système. Alors merci Monsieur Badin d'avoir transmis votre savoir et d'être quand même venu autour de la table de Géopole 2. C'est moi qui vous remercie, ce fut un plaisir. Le plaisir est partagé. Donc pour vous tous, nous nous retrouverons demain à 10h pour un nouveau sujet d'actualité qui sera quelle politique internationale a adopté face au Covid-19. Et pour cela, nous recevrons le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Et merci donc de nous avoir écoutés jusque-là. Donc nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous nous quittons sur une superbe musique. Au revoir à tous. Au revoir.